alors rebonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette 4e et dernière table ronde de la journée qui, je le pose tout de suite avant d'oublier, sera suivie par 3 ateliers, donc ne vous sauvez pas trop vite. Cette table ronde est consacrée au secteur de la laverie libre-service sur la thématique suivante, l'avenir des laveries libre-service, quel autre business model? Donc en fait, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va forcément intéresser le pur investisseur quelque part qui a acheté une laverie pour arrondir ses fins de mois. Non. On va plutôt être sur essayer de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un environnement qui est quand même très concurrentiel, on peut mettre des choses en place pour coller aux besoins d'un marché. Les attentes des consommateurs, elles ont évolué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser son activité, améliorer son chiffre d'affaires? Bref, comment faire de sa laverie autre chose qu'un revenu d'appoint? On se posera aussi la question de savoir en quoi est-ce que l'écologie et la réglementation peuvent être des leviers. Ce qui nous permettra de boucler la boucle. Oui, je pense que là-dessus, Laure aura plein de choses à dire. Des leviers pour se démarquer. Également, on abordera la question des laveries résidentielles qui commencent à se développer énormément dans notre pays. Ça prend un chemin, ça fait quelques années maintenant. C'est pas un modèle qui est forcément très intégré encore en France. On le voit beaucoup en Suisse ou dans les pays du Nord. Mais ça commence quand même véritablement à devenir un investissement intéressant pour les exploitants de laverie. Voilà. Donc pour nous accompagner autour de cette dernière table ronde, 3 experts. Donc je vais les laisser se présenter rapidement. Donc Pascal Audran d'Everhart, Laure Maricio de Lavomatic et Christine Balmont, qu'on ne présente plus, la présidente de l'AFL. Donc je vous invite à prendre vos micros et à vous présenter si vous le souhaitez. Merci. Christine, vas-y, pour la peine, tu commences. Ils sont allumés, c'est bon. Ah bon. Allô ? Oui, bonjour. Oui, donc le syndicat des laveries. Bon, certains étaient à la table ronde ce matin, donc vous me connaissez déjà. Le syndicat des laveries est là pour défendre les gérants de laverie, les informer et également les conseiller. Donc là, aujourd'hui, on est sur le conseil. Ce matin, c'était sur la réglementation. Donc là, sur le conseil. Sur le nouveau business plan, c'est vrai que depuis pas mal d'années, depuis plus de 30 ans que je suis dans les laveries, on les voit évoluer. Il y avait la laverie de papa-maman au départ où il n'y avait vraiment que les machines à laver, distributeur lessive, pas tout le temps. Maintenant, la laverie, c'est vraiment un lieu de commerce, mais aussi d'échange. On voit que les gens apprécient énormément les services, c'est-à-dire ce que j'appelle les services. C'est pas la personne qui est présente forcément, mais c'est vraiment un distributeur de boissons fraîches, quand on peut le mettre. C'est des revues, c'est un petit coin bibliothèque, c'est un affichage convivial, un éclairage et un décor beaucoup plus sympathique, beaucoup plus moderne ou plus chaleureux. C'est tout un ensemble de choses qui font que la laverie, on a envie d'y aller, que ce soit moins la corvée. La corvée de linge, c'était vraiment la galère. Là, c'est un coin sympa où on peut peut-être lire, on peut mettre le Wi-Fi gratuit, on peut peut-être mettre une prise. Je sais que nous, dans certaines laveries, on a mis une prise de courant réservée pour que les gens puissent recharger leur ordinateur ou leur téléphone portable. Ça vous évite, alors avec un disjoncteur au minimum, pour pas qu'ils mettent non plus une disqueuse dessus, mais pour pouvoir mettre juste une petite... recharger un téléphone portable. Recharger un téléphone portable ou un ordinateur. Ce sont des choses qui sont très très appréciées. Donc on met une petite affiche réservée pour le chargement. Alors ce qu'on veut éviter, c'est qu'on a eu le cas, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que les gens viennent recharger leur trottinette. Donc ça, anecdote sympathique. On essaye de l'éviter. Donc dans un premier temps, ce qui ne coûte pas trop cher, c'est donc tous ces petits services, ces petites choses. Pensez à la déco, pensez à refaire vos affiches. Pensez à repeindre la vitrine, voilà, il faut vraiment que la laverie soit sympa et qu'elle soit propre. Ce sont vraiment des points très très importants. Bon, merci Christine, tu es rentrée dans le vif du sujet tout de suite. Oui. Ah pardon, il ne fallait pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc Laure, je t'en prie si tu veux te présenter. Donc bonjour, Laure Maricio. Moi, je suis un petit bébé du métier, je vais le dire comme ça, parce que j'ai 4 ans... à mon actif dans le domaine. Je viens de l'industrie automobile où j'étais RH, donc rien à voir. Mais voilà, donc je suis en passe de reprendre une entreprise qui fait en partie des laveries libre-service.
Et effectivement, j'ai un gros côté écolo qui fait que je pense que la laverie doit évoluer dans ce sens-là, sur plein de sujets. Mais voilà, c'est un peu mon dada et c'est pour ça que je reprends l'entreprise. Voilà. Ok, Pascal, je t'en prie. Eh ben bonjour, donc Pascal Audran. Alors moi, je suis peut-être parfois le vilain petit canard, c'est-à-dire que je suis le chimiste, le petit chimiste. Et effectivement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Laure. Effectivement, les questions de chimie et de manière générale, de solutions complètes, machines avec les produits lessiviels sont juste fondamentales. Et je représente donc la société Eberhardt, qui travaille depuis, qui n'est pas toute jeune, 1912, et puis qui travaille depuis très longtemps dans le monde de la buanderie, et qui propose déjà des solutions alors, sur d'autres marchés, sur le marché du pressing notamment, qui a permis de sortir le perchloréthylène des pressings. Donc on a été assez innovant sur le sujet et on continue, on souhaite développer de nouveaux process dans le domaine des laveries. On en parlera un petit peu plus tard, notamment des laveries résidentielles. Très bien. Bon, voilà pour la petite introduction de nos 3 experts. Comme Christine, tu as attaqué, mais il n'y a aucun problème, rassure-toi, bille en tête. Et bah, du coup, on va aller sur ton terrain tout de suite, puisque c'est comme ça. Et comme tu parlais des services, eh bien, moi, j'avais une question autour justement des laveries assistées. Tu disais, c'est pas forcément avoir une personne qui est là. Mais est-ce que ce modèle-là, oui, il est intéressant, oui, il fait du sens, et à quel moment on peut se dire que oui, il va faire du sens et que ça va être rentable, parce que c'est quand même ça, le nerf de la guerre. Alors, je suis présidente de l'AFL, mais je suis également gérante d'une société qui a donc 5 laveries de ville et une grosse centaine de laveries résidentielles. Sur nos 5 laveries de ville, on a une laverie où on a, effectivement, elle est assistée. On a été obligé de mettre, parce que là, pour le coup, ça a été obligé de mettre, on avait des gros problèmes de SDF et de trafic de drogue dans cette laverie. Et on a donc mis une repasseuse qui, malgré ses 45 kilos, arrive à les repousser, on va dire le mot, voilà, ils ne rentrent plus. Voilà, donc on avait ce problème-là. Et en plus, c'est vrai que c'est un service qui est très apprécié des clients parce qu'ils ont un peu de repassage à faire, ou ils sont pressés, ils ont l'enfant à aller chercher à l'école, ils lui demandent de s'occuper de la corbeille de linge, de le mettre dans le séchoir. Donc c'est quand même quelque chose qui nous a fait remonter le chiffre d'affaires, clairement. Voilà. L'activité repassage par elle-même n'est pas forcément rentable, mais dans tous les cas, parce qu'elle est salariée chez nous, parce qu'on n'avait pas le droit à faire de la sous-location dans le bail, parce que méfiez-vous, si jamais vous voulez mettre quelqu'un qui est à son compte en repassage, lui mettre le local à disposition, il faut vraiment penser à ce que le bail soit conçu pour et qu'il y ait une clause de sous-location. Donc nous, pour le coup, on a été obligé de salarier la personne, et ça a été vraiment une bonne chose. La preuve, c'est que ça fait 10 ans qu'elle est chez nous et que ça fonctionne toujours très bien. Donc le chiffre d'affaires est vraiment monté grâce à ça. Et en quoi consiste alors sa mission en dehors du repassage? Elle accueille les clients? Non, elle n'accueille pas les clients. Elle essaye au minimum de les laisser se débrouiller tout seuls. Ouais. Mais on se rend compte que les gens ne se débrouillent pas beaucoup tout seuls quand il y a quelqu'un. Hein, ils ont tendance à venir demander. Ils ne lisent pas. Les Français ne lisent pas. Je suis désolée. Non, bah, écoute, pas de problème. Vas-y. Je suis très cash. C'est ça, le terrain. Et donc, ils viennent quand même souvent demander. Mais par contre, elle est là, oui, pour faire... Bon, alors, il y a quelques gîtes ou maisons d'hôtes. On est sur Avignon. Donc, quelques gîtes ou maisons d'hôtes intramuros qui apportent le linge, les draps, les serviettes éponges. Et elle lave, elle repasse. Elle prend les corbeilles de certaines personnes. Non, elle est très, très présente. Et puis, elle donne un petit coup de ménage l'après-midi. Quand il y a du monde, voilà, elle donne un coup de balai. En tout cas, la laverie est toujours propre, du coup. Ok. Et donc, dans quelle mesure est-ce que ce modèle-là peut être intéressant et rentable? Je pense qu'il faut une laverie quand même assez grande, un arrière-boutique qui s'y prête, parce que les arrière-boutiques de laverie sont souvent petites. Donc là, il fallait de la place, parce que qui dit activité repassage, dit stockage de linge, il faut des étagères, il faut mettre une table à repasser, voilà. Donc il y a quand même du matériel à installer. Et dans une petite laverie, je ne suis pas sûre que ce soit rentable. Laure pourrait nous en parler aussi, parce que vous, sur les 8 laveries, il y en a 6 qui sont assistées, c'est ça? Non, 3. 3. Ah bah voilà, donc Laure. Oui, alors c'est un peu plus... C'est plus pressing. Voilà, nous, c'est des activités de pressing qui se trouvent effectivement sur le même lieu. On a d'un côté le pressing à l'aquanettoyage et de l'autre côté la laverie. Mais effectivement, l'enjeu, pour le coup, c'est de se dire que c'est de raisonner global, parce qu'en fait, on sait que parce qu'il y a quelqu'un, les gens viennent.
Maintenant, de définir effectivement à quel moment, enfin, c'est quoi le pourcentage de chiffre d'affaires qui est lié à ce qu'on perdrait si on enlevait la personne. Alors nous, on a 2 activités, donc on le suit de 2 manières différentes, mais on sait néanmoins, parce que pour le coup, les filles accompagnent au pressing, et on sait que ces 3 laveries-là sont des grosses laveries parce qu'il y a quelqu'un, et parce que les gens viennent parce qu'il y a quelqu'un. Après, moi qui n'étais pas du métier, et qui aime un peu l'histoire, pour moi, la laverie libre-service, c'est quand même un lieu social. Et je pense, et c'est qu'une intuition personnelle, mais que plus on va avancer, et plus il faut que ça retrouve ce rôle-là. Et que, à terme, alors là, je fais boucher les oreilles des gens qui bossent avec moi, mais avoir des services associés avec des êtres humains, c'est-à-dire, tiens, il y a une coiffeuse de quartier qui tourne et on dit que quand il faut que le local s'y prête, mais de tel jour à tel jour, elle passe et elle propose éventuellement je pousse le bouchon, hein, mais de couper les cheveux tout en ayant un service de laverie à côté. Je pense honnêtement, à titre personnel, que c'est vraiment quelque chose qui va revenir parce que la laverie reste pour moi un lien social. Et que dans le temps où tout le monde veut se rapprocher du local, tout le monde veut revenir sur des choses qui sont à un peu de valeur, ça a un intérêt. Maintenant, effectivement, ça se calcule, ça dépend de ce qu'on veut faire. Tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément des laveries pour des investisseurs. Effectivement, moi qui ai été picousée au tableau de bord, si on doit faire le rapport, forcément, on gagne peut-être plus d'argent à pas avoir une laverie assistée ou pas. Ça s'étudie. Disons que dans ce cas-là, tu n'es pas dans une logique de service à fond et encore moins de synergie, ce que tu es en train de décrire. C'est ça. Et je pense qu'on reste un métier de service et qu'il y a quand même plein de mouvements économiques. Moi, je suis engagée dans un mouvement économique qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et l'idée, c'est de pousser le plus serviciel, en fait. C'est le gagnant-gagnant, c'est qu'est-ce que tu apportes en plus, c'est quoi la valeur que tu apportes en plus. Et ça passe heureusement par l'être humain. donc, il faut trouver le juste milieu, mais c'est pour moi un cercle vertueux, à la condition que ce ne soit pas juste de l'investissement, ce qui est pas mal, mais effectivement, ce n'est pas la même logique que de l'investissement pour de l'investissement pur. On est d'accord. Et dans cette logique-là, donc chacun place un peu le curseur là où il veut. Mais du coup, j'avais une question que je souhaitais vous poser sur le cas, parce que on est en plein dans le sujet, sur le cas des cafés-laveries. Moi, j'adore. Un concept, on en a parlé plein de fois avec Christine, un concept hyper intéressant, très chaleureux, très sympathique, mais force est de constater que la plupart du temps, au bout de quelques... Dans le meilleur des cas, un an et demi, ça périclite. Donc ma question, c'est pourquoi ? Alors, les expériences que nous avons vues, voire même que nous avons créées, il y a 20 ans, sur Avignon, on en a fait une. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de présence. Certes. C'est le but du jeu aussi, puisqu'il y a un café, il faut tenir le café. Alors, nous, il y a 20 ans, c'était 3 collectifs d'artistes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui était écrivain, l'autre était peintre, donc c'était sensationnel. Avignon, en plus, ville de culture, ville de théâtre, c'était vraiment tout s'y prêtait. Donc on a foncé là-dessus, vraiment. Mais 3 personnes présentes pour tenir le bar à tour de rôle. 3 salaires à sortir. Ça n'a jamais fonctionné. De 3, ils sont passés à 2. Et pourtant, ils ont tout essayé. Ils faisaient des inaugurations, des expositions de tableaux. Des dédicaces de livres, ils vendaient des jus de fruits éco bio, ils vendaient des savons, de la lavande, ils ont tout essayé. Elle a tenu 2 ans. Je pense que c'est un métier qui ne rapporte pas suffisamment pour payer vraiment les salaires. Ils ne faisaient pas de repassage. C'était vraiment, ils comptaient se vivre 3 salaires sur la laverie, qui n'était pas une très grosse laverie pour le coup, puisque les locaux, sinon il faudrait qu'ils soient très très grands. Donc il y avait une partie laverie, ils avaient mis des plantes vertes pour séparer un petit peu, c'était très joli. Et ensuite la partie bar et bibliothèque, enfin voilà, tout l'ensemble. Mais sortir 3 salaires, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Est-ce que ça le serait plus s'il n'y en avait qu'un ? Et est-ce que c'est tenable comme business model avec un seul salarié ? Oui, mais un bar qui n'ouvre que quelques heures par jour, c'est pas gérable non plus. Ça pourrait être le concept de Starbucks Café avec c'est juste sur le café, sur les viennoiseries au moment de l'ouverture. C'est pas forcément le concept bar, effectivement, je te rejoins. Ouais.
Mais il me semblait qu'il y en avait, je sais pas, à Lille. Oui, à Lille, ouais. Il me semble qu'elle vit encore Pour et ça fait l'instant, plusieurs années, ça tient. il me semble. Ouais. Et voilà. Sur, et c'est leur- sur Nantes aussi, je me demande Ouais. s'il n'y en a pas une. Par contre, le local, oui, il fait 140 mètres carrés, Ah oui. je crois. C'est en Grosse hyper-centre de Lille. Encore une fois, en fait, tu reviens sur la même chose que pour n'importe quelle entreprise. C'est le business, enfin, l'opportunité de marché et l'emplacement. c'est ce Ça, que j'ai j'allais bien dire. compris depuis que je suis arrivée. C'est ce que j'allais dire. Donc, Mais un gros investissement. Donc si la laverie est grosse, effectivement, elle génère un plus gros chiffre d'affaires. Là, ça peut devenir viable. Mais il faut un gros investissement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est exactement ce que j'allais dire. Encore une fois, on en revient toujours à la question de l'emplacement. Comme toujours, en laverie, règle numéro 1. Alors, autre question sur... on voit pas mal ça aussi en ce moment, les opportunités qui sont liées à l'installation des casiers connectés. Autrement dit, la possibilité éventuellement de sous-louer une petite partie, après je sais pas par rapport au bail, etc., ça c'est Christine la spécialiste, mais de sous-louer éventuellement une partie de son local pour y installer un casier et créer pourquoi pas une synergie avec le pressing qui est quelques rues plus loin, pour que lui ait la possibilité de venir prendre et déposer les vêtements de ses clients qui bénéficient en fait de l'amplitude horaire d'ouverture de la laverie. Donc est-ce que ça c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut réfléchir Alors, dans ce sens-là? Laure va pouvoir parler des casiers connectés pour les pressings. En tout cas, pour ceux qui ont placé des casiers connectés, que ce soit pour Amazon ou Airbnb, parce qu'il faut savoir Oui, que parce qu'il y a Airbnb aussi ça, maintenant avec les clés. demande des petits emplacements pour pouvoir mettre des casiers à clé. C'est un double avantage. Pour moi, c'est un double avantage. C'est que, ça fait venir des personnes dans la laverie, des personnes qui n'auraient peut-être jamais mis les pieds dans une laverie. Et si, d'autant plus, ce sont des touristes, ils viennent chercher la clé, ils se disent « Ah, bah tiens, je pourrais revenir laver mon linge pendant le séjour. » Donc, ça leur donne des idées. Et deuxièmement, ça rapporte un petit peu d'argent. Alors, il ne faut pas croire qu'on va gagner beaucoup d'argent avec ces casiers. Hein. Oui, Les t'as rémunérations un ordre sont- d'idée de à peu près combien ça peut ramener? Non, je ne sais pas si Olivier est là. Je crois qu'il en a mis aussi, mais non, il n'est pas là. Il en a mis aussi. La rémunération était assez faible. Mais dans une laverie, on est toujours preneur des petits plus. Voilà, même si c'est des petites choses qui rapportent, mais des petits plus. Et ce sont des services. On en revient toujours au même. Plus on a de services dans une laverie, plus on a de possibilités de choses. Quand les gens rentrent là et ils disent « Wow, on trouve de tout dans cette laverie », c'est bien. C'est bien. Oui, et surtout qu'on parle de Airbnb, on parle des pressings, mais dans la mouvance un peu écologique, biologique, etc., on pourrait tout à fait aussi imaginer installer des casiers avec des produits locaux ou ce genre de choses aussi. Oui, oui. C'est dans les projets, ça aussi. Ah bah, d'accord. Oui, ça aussi, oui. Très bien. Laure, tu veux réagir là-dessus? Voilà, elle, c'est précis. Nous, on va tester, là, on va installer des casiers connectés pour la partie pressing, du coup, justement, puisqu'on traite aussi chez nous, donc, parce qu'on a la double compétence. Mais, donc, je pourrais t'en dire plus tard, mais en tout cas, on est parti pour essayer. Oui. Ok. Pour satisfaire, j'entendais ça tout à l'heure, ce matin, pour les clients pressing, d'être sur tous les créneaux, en fait, et on est complètement là-dessus. C'est-à-dire que moi, je sais qu'avant, je suis désolée de travailler dans l'entreprise, je n'étais pas cliente des pressings et voilà, je mettais tout dans la machine ensemble et puis on verra bien à la fin comment ça sort. Par contre, d'avoir l'opportunité, parce que là, c'est l'ouverture à amplitude horaire des laveries, donc 7h, 21h, 7 jours sur 7. Et là, oui, de me dire le dimanche, tiens, je dépose dans un casier que je récupérerai 24 heures plus tard, moi, ça me tente. Aller au pressing, bon, j'étais pas cliente de ça, voilà. Donc, on va voir. Pascal, tu veux réagir là-dessus? Oui, je suis assez d'accord. Moi, pour le coup, je vais donner mon avis d'utilisateur. Je me souviens comment était le pressing il y a 25 ans, comment on peut pas être commercial et qu'on y allait toutes les semaines. C'est vrai que l'univers, on va dire, du pressing ou des laveries en général, il y avait plein de choses à faire. Bon, il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Ça va dans le bon sens, mais effectivement, il faut aussi promouvoir, rendre du service. Et il faut que l'utilisateur soit au centre en fait de tous les nouveaux projets, ça c'est certain. Alors, comme ma gardienne du temps m'a fait des petits signes, on va glisser vers la question, et je vais peut-être essayer de combiner deux questions en une. On va glisser vers le sujet des laveries résidentielles. Je vais me tourner vers Pascal d'abord. Et je pense qu'on peut aussi l'articuler, je suis convaincue qu'on peut l'articuler avec le volet écologique. C'est totalement évident, Sandra. En fait, moi, je vais vous donner toujours pareil. Il faut prendre des exemples de la vie de tous les jours.
J'ai habité pendant 10 ans dans une filature, donc jamais très loin de la buanderie en fait. Et dans cette filature, on était 94 copropriétaires. Donc chacun avec sa machine à laver, chacun dans son coin. Finalement, personne ne se connaissait, personne ne se parlait. Moi, j'aurais bien aimé avoir une laverie résidentielle qui était capable de prendre la capacité de ces 94 logements. Je suis certain, il n'y a même pas besoin de faire une analyse très approfondie qu'en termes d'économie d'eau, en termes même d'investissement, tout ce que vous pouvez imaginer, on aurait été rentable très très vite. Et puis on parlait de collaboratif, on parlait de, j'ai envie de vous dire, juste de parler avec ses voisins. Il y a un moment, je pense qu'il faut aussi recentrer les choses. Le Covid nous a permis vraiment de nous montrer à quel point c'était compliqué quand tout le monde était chacun chez soi. Il n'y a pas meilleur moyen que de se retrouver dans des lieux communs et puis de pouvoir échanger bien au-delà, j'ai envie de vous dire, de l'investissement pur et dur que peut représenter financièrement cette laverie résidentielle. Je vais juste aussi compléter la chose. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très implanté en Suisse sur ce marché parce qu'ils ont un modèle de laverie qui est totalement différent du marché français. Alors j'ai envie de vous dire qu'il est complémentaire. Pour moi, il n'est pas tellement concurrentiel. C'est juste que eux, historiquement, dans les copropriétés de 5-6 logements jusqu'à des dizaines et des dizaines de logements, ils mettent en place ce type de laverie résidentielle. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, notre partenaire industriel a plus de 3000 sites installés avec ce concept. Alors des solutions, soit je dirais telles qu'on peut les connaître depuis toujours avec des monnayeurs jetons, les espèces, la carte bleue. Et puis également maintenant, je vois un téléphone près de moi. Je ne suis pas différent non plus aujourd'hui avec des solutions d'application, de réservation, de créneaux. Enfin voilà, tout ce que vous pouvez connaître aujourd'hui sur d'autres activités en fait. Très concrètement, si je suis un exploitant de laverie et que je me dis j'ai peut-être une carte à jouer justement en faisant installer une laverie résidentielle, comment je m'y prends? Je dois solliciter un promoteur immobilier C'est exactement ça. Il faut effectivement, oui, tout à fait. Oui, il faut passer par des promoteurs immobiliers. Il faut pouvoir imaginer que l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, j'ai envie de dire qu'au moment où, par exemple, est construit, par exemple, cette copropriété, il faut déjà imaginer en amont, donc au travers des administrations, des bureaux d'études, etc., prendre en compte ce besoin et dimensionner cette laverie résidentielle pour l'ensemble des copropriétaires. Il y a un moment, je pense que chaque logement préfère utiliser ses mètres carrés pour des choses intéressantes et je suis certain que les mètres carrés de machines à laver qu'on a chez soi, on préfère les dédier à autre chose, à soi, à ses enfants ou voilà, quelque chose de plus valorisant sans que ça soit péjoratif. Voilà. Et là, on parle d'écologie pour le coup parce que c'est tous les déchets. Tout à fait. Alors, sauf que là, on s'attaque à un marché, on refait l'exercice inverse, c'est-à-dire on va revenir grappiller sur notre premier concurrent qui est le ménager en fait. Mais toutes les machines à laver qu'on n'aura pas produites individuelles, c'est des déchets pas créés. Alors qu'une industrielle, pendant ce temps-là, va tourner des années. C'est des machines qu'on peut entretenir, c'est des machines qu'on peut démonter, c'est des machines qu'on peut faire durer très longtemps. Si on voit ça sous l'œil de l'écologie, c'est clair qu'il y a un sujet hyper intéressant à aller dans ce sens-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le volet social, bien évidemment, et comme tu l'évoquais aussi Pascal, c'est vrai que ça permet de créer un peu du lien entre toutes ces personnes qui ne se côtoieraient jamais sinon. Donc, et on en revient un peu à la dimension du service du coup. La boucle se boucle. Bah oui, forcément en faisant ça, c'est quelque part un service aussi qu'on rend à la société. Tout à fait. Et puis, pour rebondir sur le côté écologique, je reprends toujours mon exemple de tout à l'heure. L'air de rien, on passe de 94 machines ménagères à de la machine industrielle. On centralise les choses. L'air de rien, on évite ça l'air de rien, mais je pense que tout le monde a connu des dégâts des eaux chez soi. Donc, c'est mieux de centraliser les choses et puis, voilà, de parler à des professionnels qui savent gérer les choses, alors que tout un chacun, de manière générale, évidemment, on n'est pas des professionnels en tant qu'utilisateurs. Et voilà, ça ne peut que rendre service, j'ai envie de vous dire, à tout le monde. Et le modèle suisse, pour le coup, il existe depuis des années, et à la limite presque plus que ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est tous ces exemples de laverie résidentielle qui existent depuis maintenant des dizaines d'années chez eux. Et est-ce que ça s'applique aussi bien à une zone urbaine que rurale ? Alors forcément, il faut prendre le côté dimensionnement des choses. Et bien évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas faire les mêmes calculs si on est sur 3 logements que sur l'exemple que je vous ai donné. Mais après, les calculs sont aussi à faire en termes de dimensionnement du matériel, à voir aussi, je dirais, en zone de chalandise, voir quelles personnes peuvent être touchées par ce modèle-là et cette laverie. Donc,
la question, elle n'est pas simple en soi, parce qu'il y a, j'ai presque envie de dire, à chaque installation, voir si c'est rentable. Dans certains cas, ça ne le sera pas, c'est évident. Voilà. Ok. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est bon. Eh ben, super. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ah, attendez, s'il vous plaît, on va vous donner un micro. Sur la laverie, vous avez mis quelqu'un qui repasse. C'est une laverie qui fait quel chiffre d'affaires? Alors c'est une grosse laverie puisqu'on a 20 machines à laver et 8 séchoirs. On doit faire à l'année 90 000. Voilà, à peu près. Sans le repassage. Hors taxe? Hors taxe. Hors Oui, à taxe. peu près, oui, je pense. Oui. Merci. Mais qui avait quand même bien chuté avant qu'on installe le repassage. Et ça a vraiment été très apprécié. Et je vous disais aussi, effectivement, le côté social, parce que le fait qu'il y ait une personne présente, non seulement ça rassure certaines personnes, surtout c'est des femmes seules, mais ça a créé du lien parce qu'elle vient discuter avec un, elle vient lui expliquer comment fonctionne la machine, une deuxième personne va arriver et finalement il y aura le lien entre ces deux clients qui ne se connaissaient pas et qui vont discuter, qui vont même certaines fois revenir ensemble. J'ai vu le cas où des personnes âgées revenaient tous les mardis matins. On avait notre petit club de papy-mamie qui venaient laver leur linge en laverie parce qu'ils n'avaient pas racheté les machines à laver pour pouvoir se retrouver ensemble. Donc il y a des côtés sympas à la laverie qu'on apprécie. Et deuxième question, si je peux me permettre. Les casiers à clé Airbnb, vous avez testé déjà ou pas? Alors, personnellement, non, parce que sur Avignon, visiblement, ils n'ont encore pas la structure. Mais les collègues sur Paris l'ont testé et je crois qu'Olivier sur Nice l'a testé aussi. Il y en a en place, hein, ça c'est sûr. Et sur Lyon, j'en ai pris une photo hier, il y en a une qui les a. Il y en a un qui les a. Alors c'est pas très volumineux en plus, c'est des petits casiers, ça fait quoi 60 sur 1, 60 hein, voilà, c'est ça. Et avec des petits casiers. Alors, ils ne vous rémunèrent pas à la dimension, ils vous rémunèrent au nombre de clés distribuées. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un casier est utilisé, vous recevez quelques centimes ou quelques... voilà. Oui, non, mais c'est pas pour effectivement la rémunération directe, mais effectivement, c'est vraiment faire venir du monde. Qui est une C'est clientèle pour nous, le Airbnb, super intéressante. Ouais. Le Wi-Fi gratuit aussi nous a amené beaucoup de monde. Je suis là pour poser des questions, pas pour débattre, mais moi j'ai mis le Wi-Fi au début et vous l'avez enlevé? Bah oui, parce que je me retrouvais avec tous les collégiens. Futur consommateur. Hein. Ouais. Qui s'asseyaient sur les tables. Il n'y avait pas de McDo à côté. Non, mais il y a une petite boulangerie et consommer le café, ça renversait le café, les croissants. Ça a duré très peu de temps. Ah non, c'est toujours Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions. Alors moi j'en ai une. Qui est en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et comme on n'a pas eu le temps de le traiter, je viens dessus là maintenant. Sur les leviers marketing qui sont liés aux usages écologiques et aux réglementations. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots là-dessus? Et on peut parler du choix des lessiviels comme on peut parler des matériels éventuellement éco-conçus. Mais du coup se pose une autre question, il y a une question dans la question, qui est derrière, comment est-ce qu'en tant qu'exploitant, on arrive à valoriser ça, à communiquer efficacement dessus pour justement se démarquer et faire en sorte que ça devienne un vrai levier marketing? Alors, je me permets, mais là, on rentre dans le dur, parce que justement, moi, j'ai un petit côté... je veux pas communiquer, je veux que les gens le voient. Parce que j'en ai marre, tout le monde communique, tout le monde fait des belles affiches, des beaux logos, des trucs, et quand tu creuses un peu, il n'y a rien derrière. Mais l'idée, c'est effectivement... De toute façon, on n'a pas le choix. Enfin... Au-delà de mes convictions personnelles, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment le démontre encore. Il faut qu'on travaille sur l'énergie, il faut qu'on travaille sur l'eau. Enfin, moi, ça me fait quand même, je suis désolée, mais halluciner qu'on lave du linge avec de l'eau potable. Donc, 3% de l'eau sur Terre est potable et on lave le linge avec. Bon, et je pense qu'en 2022, on envoie des gens, on est en train de travailler sur comment on envoie des gens sur Mars. Je pense qu'on peut se poser la question de comment on n'utilise peut-être plus l'eau potable à jeter à chaque fois aux égouts. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Nos futurs clients le demandent, peut-être pas les actuels.
Encore que, je pense quand même qu'ils ont à peu près mon âge quand même aussi, mais en tout cas les générations qui suivent, quand on sait que c'est quand même une grosse partie de notre clientèle, les jeunes entre guillemets. Vous le ressentez ça tous les trois, cette vraie sensibilisation, Ouais. cette véritable Ouais, attente là Ouais. Ouais. Totalement. Et j'avais une autre idée, mais ça, je vais te laisser la parole, ça me reviendra. Oui. Alors, moi, je vais traduire la vision des fabricants en machines et puis également des lessiviels. Pour le coup, j'ai commencé dans les lessiviels il y a une quinzaine d'années. Je suis ingénieur chimiste de formation mais quand j'ai commencé, on était encore avec des solvants qui faisaient beaucoup de dégâts dans les poumons il y a une quinzaine d'années. Donc, il y en a un qui a été retiré du marché désormais. Aussi des produits comme l'eau de Javel qui sont aussi une catastrophe écologique pour nos eaux de rejet. Donc les lessiviels ont quand même beaucoup évolué sur le sujet. C'est devenu un des sujets prioritaires, fort heureusement, et j'ai presque envie de dire, voilà, c'est juste une normalité ce qu'on se dit. Et les fabricants sont allés dans le même, je dirais, sur le même terrain. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste prendre conscience qu'effectivement, faut faire attention à son énergie. Il faut des machines moins énergivores, moins consommatrices d'eau. On sait trouver des systèmes aujourd'hui qui permettent d'économiser de l'eau, qui permettent d'économiser de l'énergie, qui sont plus efficientes aussi comme machines, et puis des vraies machines industrielles. Alors évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, ça veut dire un prix, ça veut dire un tarif, mais ça veut dire aussi des machines qui n'ont rien à voir avec, par exemple, les machines ménagères qu'on pourrait avoir, concurrentes typiquement au marché de la laverie résidentielle. Si je peux compléter, si on va pas, et je veux pas du tout... je suis complètement d'accord sur les nouvelles générations de machines, etc. Mais si on se dit que c'est pas toujours de l'investissement, je pense aussi qu'on peut se poser la question. Et récemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens du CTTN et se poser la question déjà de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment besoin d'un programme à 90 degrés dans nos machines. Et là, il n'y a pas besoin d'investissement. Il y a juste à se dire à quoi ça sert de laver à 90 degrés. Et il se trouve qu'il y a des gens qui existent et qui travaillent sur ces sujets-là. Et je pense que même pour les laveries, parce qu'on parle de CTTN, on y pense pour les pressings, mais même pour les laveries, je pense qu'il y a des choses à aller chercher, des infos à afficher pour nos clients, pour leur dire le 90, peut-être ça sert à rien. Le pré-lavage, probablement, dans plein de cas, ça sert à rien. Et à chaque fois, c'est de l'eau potable qu'on n'envoie pas dans les égouts, et donc de l'eau potable que tu ne chauffes pas, et de l'eau potable. Et donc là, on revient, notre sujet toujours économique. Là, la bascule de se dire, est-ce que c'est rentable de le faire? Bien sûr, parce qu'à chaque fois, c'est de la charge que tu n'envoies pas. J'allais dire à la poubelle. Et sans parler, même si on est aussi dans de l'investissement de nouveaux matériels, donc on se pose aussi la question, néanmoins sans même parler d'investissement sur le nouveau matériel, il y a la question de, voilà, à quoi ça sert de laver à 90, à quoi ça sert le prélavage, est-ce que les séchoirs ont besoin d'être à une telle température quand ils tournent, est-ce qu'on peut pas mettre 2 ou 3 minutes de plus, parce que de toute façon, en plus, on est dans une contrainte aujourd'hui qui est l'énergie. Mais c'est une sacrée opportunité pour nous faire des changements aujourd'hui que les clients vont accepter parce qu'on est dans l'environnement où tout le monde l'entend. Donc, et là, on ne parle pas d'investissement, on parle juste de travailler nos charges, si je dois raisonner comptable, et donc rentabilité. Ouais. L'exemple du 90 degrés, il est génial, je vais te dire un truc, parce que c'est pour moi, quand on lave à 90 degrés, historiquement avec de l'eau de Javel en buanderie, on ne lave pas, on ne blanchit pas le linge, on mange le linge. Donc en fait, ça c'est un argument qui devrait même séduire des responsables d'achat. J'ai vu qu'il y avait le responsable Uniachat. Ça devrait, voilà, c'est des arguments. Vous mangez le linge, au bout de 3 ans, c'est plus du coton que vous avez, c'est de la dentelle de Calais. Donc, Des questions? Et ça, tu peux le valoriser, si je dois ajouter, Sandra. C'est là que tu... Et en plus, il existe aujourd'hui, et nous, on va la tester. Il y a plein d'applications sur le sujet qui t'aident d'un point de vue RSE, parce qu'on en parlait ce matin aussi, et on est engagé dans la démarche, qui est de se dire comment tu communiques auprès de tes clients, effectivement. Donc c'est une appli où on affiche nos objectifs et on écrit le chemin. C'est-à-dire on en est là aujourd'hui, c'est là où on veut aller. On implémente nos modes de preuve et c'est eux qui disent « Ok, vous êtes vraiment là ». Et après, ça, tu le mets sur ton site internet et tu fais pas juste des belles affiches pour faire joli, on est les meilleurs, on est les plus beaux. C'est les gens sur le site peuvent cliquer dessus et voir factuellement ce que tu fais, où tu en es, où tu veux aller et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là. Et je trouve que c'est plus fort que de faire du marketing à outrance sur la RSE qui devient inaudible à force. Voilà. On est d'accord. Mais tout ça pour conclure, donc, et se dire que oui, il faut raisonner forcément investissement, on en est d'accord, mais il faut raisonner aussi RSE, il faut raisonner écologie, on n'a pas le choix. De toute façon, la réglementation nous y oblige, entre le décret tertiaire et puis la crise à laquelle on fait tous face, énergétique.
en gaz, en électricité. Non mais c'est vrai. C'était le sujet de la table ronde de ce matin et effectivement le 90 degrés a été un sujet et le prélavage on l'a quasiment, enfin on l'enlève. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs merci Christine parce que tu me rappelles ce que je voulais réagir à ce que disait. C'est vrai, Laure, tout à l'heure. Justement, tu parlais du CTTN. Oui, effectivement, cet organisme permet aussi d'avoir des clés d'entrée pour mieux décrypter et puis faire avancer aussi les problématiques. Le coffret également. Le coffret qui d'ailleurs s'était associé aussi avec l'AFL pour élaborer des affiches à installer dans les laveries pour expliquer tout le peu d'intérêt à laver au-delà de 60 sur certains types de textiles. Et de privilégier plutôt le lavage à 30, en gros à peu près pour tout. C'est à peu près ça. Hein, il y a une application d'ailleurs, puisque oui, il y a une application. Elle avait proposé, elle avait fourni des affiches pour les laveries sur lesquelles il y avait un QR code à charger. Et ça donne des petits indices, c'est-à-dire que mon linge c'est du coton, il y a telle tâche. Et ils avaient des conseils de lavage. Ouais, tout à fait. Ouais. Je crois que l'appli, c'est mon étiquette, hein, je crois, le nom, il me semble. Ouais. C'est mon étiquette, oui, effectivement. Et on rentre, on ne voit pas, mais on rentre effectivement ce qui est marqué sur l'étiquette et ça nous donne des conseils de lavage. Ouais. Voilà. Très, très bien fait. Voilà, donc écoutez, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à poursuivre les conversations. Ah, une question, mais normalement, ma gardienne du temps dit d'accord. Ok. Je vais aller vite. J'ai une question pour monsieur. Si on enlève le prélavage et que le lavage est par exemple à 60 degrés, j'avais lu quelque part qu'on ne pouvait pas mettre de l'eau chaude directement sur du linge parce que la tâche, en fait, elle va pas partir, elle va cuire. C'est tout à fait ça. Le meilleur exemple de ça, c'est le sang. Dans l'hospitalier, par exemple, quand on fait, donc forcément dans les tunnels de lavage ou dans les laveuses, il y a toujours un pré-lavage et les lessiviels mettent une température maximale plafond de 35 degrés au pré-lavage. Tout à fait. Sinon, c'est pas que vous pouvez pas laver, c'est vous fixez la tâche et c'est beaucoup plus difficile du coup de laver. Si c'est beaucoup plus difficile, ça veut dire qu'on met plus de chimie, plus de température et là on n'est plus dans un cycle vertueux comme on pourrait l'imaginer. D'où l'intérêt d'utiliser l'étiquette. Non, je pense que Laure l'a bien mentionné. De nettoyer la tache de sang avant. Ouais. Voilà, il y a deux solutions. Soit il y a cette première solution, soit on ne peut pas avoir exclusivement des programmes démarrant avec le lavage. Il peut y avoir forcément des programmes où on va faire un pré-lavage. Mais j'ai envie de dire, il y a une analyse à faire selon la nature de la tâche. La plupart des programmes, vous pourrez travailler en lavage direct, mais vous aurez toujours effectivement X%, vous serez obligé de travailler avec du pré-lavage. C'est pour ça que je parle de pédagogie, parce que j'aime pas l'éducation, on utilise ce mot-là tout le temps, à éduquer, mais faire de la pédagogie sur... je prenais mon exemple, j'étais pas cliente, et pourtant tu sais Richard que... voilà, mais j'étais pas cliente. Mais tu m'expliques à moi qui suis Madame Lambda que il vaut mieux laver, il faut faire attention ça, très simplement, je prends. Donc c'est un peu utiliser effectivement de la pédagogie. Alors je sais que les gens ne lisent pas, donc je ne sais pas encore comment on va le faire, mais comment on amène de la pédagogie ludique pour que les gens se posent la question en fait. Et effectivement, y a des fois la tâche elle va cuire, mais oui, j'ai pas encore la solution, mais en tout cas on travaille là-dessus. On vous entend pas malheureusement parce qu'il n'y a pas de micro. Il y a une solution, c'est que certaines machines, elles commencent avec de l'eau froide et elles font chauffer l'eau. Quoi. Ah oui. Et dans ce cas-là, ça marche. Ok. Tiens, Pascal. Juste pour finir là-dessus, l'hospitalier, je pense, travaille depuis au moins... Alors moi, je l'ai toujours connu, cette notion de pré-lavage ou lavage direct, c'est-à-dire avec on va dire un programme très sale, un moyennement sale, un pas sale, et il y a déjà le moyennement sale et le pas sale, où vous allez directement au lavage. Et le très sale, voilà. Donc cette notion-là, elle n'est pas nouvelle. C'est un petit peu comme la règle du 80-20 qu'on applique à tellement de choses. C'est exactement la même chose dans le choix du programme qu'on utilise pour laver le linge. Exactement la même chose. Ok, donc nous arrivons à la fin de cette 4e table ronde passionnante. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. À vous d'être venus y assister. Et puis, comme je vous le disais, on peut tout à fait poursuivre les échanges dans les allées avec grand plaisir. Merci à tous.